Coucou toi, j'espère que tu vas bien pour la suite de la vidéo de la semaine dernière. Je t'explique un petit peu ça. En fait, il y a quelques temps, j'avais posé une question en story sur Instagram où je vous invitais à répondre, où il fallait que vous souleviez un de vos problèmes actuels, un problème vécu actuellement. Et parce que j'avais proposé en parallèle de vous tirer quelques cartes pour essayer d'aller trouver ce qui coince sous ce problème. Et donc dans la première vidéo, celle que j'ai mise en ligne la semaine dernière, je te proposais 3 étapes pour désamorcer n'importe quel problème qui pouvait surgir dans ta vie. On partait des problèmes et on partait de la façon de les aborder et des nœuds de ta vie que tu pouvais peut-être ne pas voir qui se situaient sous ces problèmes-là, ou en tout cas sous la façon de formuler ces problèmes-là. Si tu veux voir cette vidéo, tu peux la regarder tout de suite, je t'ai mis le lien en dessous, ou si tu veux, tu peux aussi la regarder après avoir vu la vidéo présente, parce que honnêtement, il n'y a pas d'ordre réellement. Et ici, je vais me pencher beaucoup plus précisément sur des problèmes qui vont parler spécifiquement de la peur de l'échec, qui vont parler de la peur du changement, de la peur du jugement des autres et de notre incapacité des fois à voir ce qu'on veut. Il y a un point commun à toutes ces questions qui est une sensation de paralysie, la sensation de ne pas pouvoir avancer, un gros sentiment aussi de culpabilité souvent parce que finalement on se dit qu'on a les outils, qu'on sait plus ou moins quoi faire ou peut-être plus ou moins comment le faire, mais qu'on n'avance quand même pas, on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à savoir, on n'arrive pas à savoir par quoi commencer, on n'arrive pas à agir quand on sait par quoi commencer. Tu vois, tout ça, ça participe à ce sentiment d'être bloqué, d'être coincé, d'être paralysé. Et c'est ça que je voulais t'aider à dénouer aujourd'hui. Je vais te donner dans cette vidéo aussi quelques tirages de tarot que tu pourras pratiquer qui vont te permettre de voir plus finement pour toi ce qui se passe. Donc les tirages de tarot, je te les donne ici en vidéo, mais c'est aussi possible que tu les récupères directement en PDF. Ça va être sans doute beaucoup plus clair pour toi. Je t'ai mis le lien vers le PDF là aussi sous la vidéo. Donc le thème que j'aborde ici, c'est vraiment celui de s'empêcher quelque part de vivre. Et ça, c'est un thème que je vais très largement aborder dans ma nouvelle masterclass. C'est un nouveau programme d'accompagnement en groupe qui s'appelle Révélation Tarot. Et ça démarre la semaine prochaine d'ailleurs, donc je me réjouis, il y a la tension là qui est en train de monter petit à petit. Donc Révélation Tarot, c'est vraiment vous fournir, vous permettre d'avoir vraiment sur vous-même un travail intense, un travail immersif qui se passera en groupe, qui se passera sur 4 mois pleins. Et il y aura chaque semaine un travail en direct avec vous, avec des exercices qui vous seront donnés chaque semaine. Donc les inscriptions ont commencé et les ventes, enfin les inscriptions se clôturent le 12 février et on démarrera ensemble la semaine qui suit le 12 février. Je te mets là aussi le lien en dessous. Mais en fait, avec cette vidéo, ce que je veux aussi faire, c'est que je veux te donner un aperçu des thèmes ou des problèmes ou des façons d'aborder les questions qu'on va avoir dans Révélation Tarot. C'est comme un aperçu que je te donne de cette formation, de ma façon de traiter aussi certains problèmes et du travail personnel que tu vas pouvoir amorcer avec moi. Avant que je me mette réellement à parler des problèmes en eux-mêmes, tu vois, peur du jugement, peur de l'échec, etc., je voulais vraiment faire un point sur le processus de volonté et pour moi, ça passe par 3 étapes obligatoires. En fait, pour que quelque chose bouge, pour qu'un problème soit résolu dans ta vie ou que quelque chose de bien arrive dans ta vie sous ton impulsion, il y a 3 étapes obligatoires. Ce sont les 3 étapes de la volonté. Et c'est là-dedans, en fait, que chacun des problèmes va rentrer. Ils vont rentrer à chaque fois sous une de ces cases-là. Première étape obligatoire, c'est l'étape du désir, c'est l'étape de l'envie, tu vois, et d'avoir vraiment conscience d'avoir ce désir de quelque chose. Si en fait on est en train de décider et si on est en train d'agir sans avoir cette impulsion du désir ou de l'envie à la base, c'est qu'on est en train de suivre l'impulsion d'autres personnes ou qu'on est dans une forme d'automatisme un peu désincarné. On a tous fait des tâches répétitives, des tâches rébarbatives qu'on n'avait vraiment pas vraiment décidé, qu'on n'avait pas vraiment non plus, dont on n'avait pas non plus vraiment envie, mais qu'on fait de façon normative, normée. Je veux vous faire la différence quand on exerce une certaine volonté, c'est bien que ça part d'un réel désir de notre part. Donc étape 1, le désir ou l'envie. L'étape 2, ça va être la décision. Il va falloir prendre la responsabilité de ce que tu veux
définir précisément ce que tu veux pour toi. Ça doit être assez clair dans ta tête pour pouvoir un peu le nommer, tu vois, et définir aussi par quelles étapes tu dois passer et décider que tu vas faire de cette façon-là. Donc en fait, là, mettre en place quelque chose sans au préalable avoir décidé que tu allais le faire, ce n'est juste pas possible. Il y a quelque chose qui doit s'enclencher mentalement et cet enclenchement mental s'appelle la décision. Tu peux des fois faire semblant que tu n'as pas décidé, par exemple en te maintenant dans une situation où finalement tu ne décides ni pour A ni pour B. Mais c'est une décision de rester là sans décider pour A ou pour B. Tu peux faire semblant que c'est quelqu'un d'autre qui a pris la décision à ta place. Par exemple en demandant le conseil d'une autre personne et tu vas prendre ça comme c'est ce qu'il faut faire, c'est ma décision. Non, c'est ta décision de suivre le conseil de l'autre personne. Donc la deuxième étape, après le désir ou l'envie, c'est la décision de faire les choses ou de le faire d'une certaine façon ou de le faire dans un certain temps. Troisième étape, tout simplement, et je pense que tu savais que j'allais en venir là, c'est tout simplement l'action. Tu choisis l'action que tu dois faire et tu fais cette action-là. Ou tu ne fais pas cette action-là. Des fois, il s'agit d'un non-faire. Hein. Et c'est jamais facile, honnêtement, de se passer du désir et de la décision au fait de le faire pour de vrai et dans la matière. Je veux bien que c'est une étape qui soit compliquée à franchir selon les sujets et pour certaines personnes. Tu peux avoir envie de faire une certaine chose, tu peux décider de faire une certaine chose, mais sans vraiment le faire, ça reste du domaine du rêve, ça reste du domaine de l'évanescent, et on a beaucoup de choses comme ça où on est en mode ouais je le ferai, ouais je vais le faire, ouais et non, et tout compte fait, et du coup on reste dans une espèce de plainte ou d'indécision, ou voilà, c'est souvent une étape qui est également problématique. Donc mes 3 étapes, le désir ou l'envie, la décision, l'action. Et quand on ne règle pas un problème, ou quand on ne vit pas quelque chose qu'on aimerait vivre, ou qu'on ne vit tout simplement pas sa vie, c'est qu'on est figé sur au moins une de ces 3 étapes. Je passe à la première grande peur qui est venue, qui a été amenée quand vous m'avez parlé de vos problèmes. Je te dis un petit peu ce qui m'a été renvoyé concernant précisément la peur de l'échec. Oui, quand on parle de cette peur de l'échec, dans cette hiérarchie envie, décision, action, la peur de l'échec, elle vient vraiment toucher plus l'action ou plus la décision. Je te lis un petit peu les questions qui m'ont été renvoyées et qui pour moi touchent à cette peur de l'échec. J'ai peur d'échouer dans mon entreprise. Me sentir capable de monter mon entreprise, que j'ai les compétences pour. Je commence un tas de choses sans les terminer. Plusieurs de mes projets viennent d'échouer. Souci de confiance en moi dans mon business et surtout mon inspiration. Sentiment d'avoir raté mon début 2023, ça me mine pour la suite. J'ai du mal à lancer mon business en ligne. Alors, concernant cette peur de l'échec qui est exprimée ici, le gros problème avec cette peur de l'échec, c'est que tu n'as jamais aucune garantie que ce que tu vas faire va marcher, va fonctionner pour toi ou va fonctionner comme toi tu l'entendais. Et ça, je comprends, mais tellement que ce soit hyper tétanisant. On a du mal à passer à l'action sans garantie que ça marchera. Et on a vraiment très besoin que quelqu'un nous dise que ça va marcher. On est en recherche de garantie. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait qu'une grosse partie des personnes de mon audience se tournent vers moi. C'est pour rechercher ces garanties. Est-ce que tu penses que ça va marcher? S'il te plaît, rassure-moi, dis-moi que mon idée tient debout, tu vois. Et la plupart du temps, je suis bien embêtée parce que j'en sais rien. On n'en sait jamais rien tant qu'on n'a pas testé l'idée. Et c'est tout à fait normal de ne pas vouloir échouer. C'est très douloureux d'échouer. Ce n'est pas agréable. C'est normal de vouloir éviter ça, d'accord? Mais après, c'est complètement un rêve de se dire qu'on va pouvoir réussir à faire des choses sans échec sur notre route. C'est illusoire aussi de se dire qu'on va pouvoir avoir toutes les garanties qui font que ça va marcher. La seule possibilité, honnêtement, de voir si quelque chose va marcher pour toi, c'est de tenter de le faire, et souvent d'ailleurs d'échouer. Pour un petit peu décompresser là-dessus et te permettre de te sentir valide, même si tu as peur de vivre des échecs et même si tu vis des échecs, je voulais te parler de mes échecs à moi, là, un peu sur cette dernière année, tu vois, parce qu'il y en a eu et que c'est pas forcément... ça ne veut pas dire forcément que toute ta vie est un échec si tu fais une action qui finalement ne se solde pas par une réussite, d'accord? Donc un peu en vrac,
moi, ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé à un moment de monter une équipe de tarologues, tu vois, pour faire de la prestation de service en tirage de tarot, où ce ne serait pas forcément moi qui ferais tous les tirages de tarot. Ça a échoué parce qu'il n'y avait finalement pas assez de monde et de flux de clientèle pour que ça puisse être pérenne. Donc ça a été quelque part un échec. J'ai essayé de tourner sur un système abonnement, c'était le rendez-vous tarologique, peut-être que tu y as participé à l'époque. Et c'est aussi quelque chose que j'ai arrêté parce qu'il y a une histoire aussi de rythme à suivre, tu vois, et de devoir tout le temps renouveler les ateliers. Enfin, c'était plutôt là, au niveau de moi, le rythme que je m'imposais qui ne m'allait pas tout à fait, plutôt que le retour clientèle. Là, ça, c'était OK. Mais bref, ça s'est soldé par un échec parce que j'ai fini par arrêter, ne me sentant pas capable de soutenir ce principe d'abonnement. J'ai essayé également l'an dernier de mettre en place une application mobile. Ça a été là pour le coup, mais juste un échec de A à Z. Pas tant pour le fait de faire l'application. Faire l'application est facile. La mettre en ligne, c'est vraiment une autre paire de manches. Donc là, n'ayant pas d'équipe technique plus rodée que ça, etc., j'ai décidé de laisser tomber. Donc là aussi, échec. Au niveau des stages, des retraites tarot que je fais, il y a une retraite tarot que j'ai dû complètement annuler parce que j'ai eu le Covid, donc ça veut dire annuler pour plein de personnes qui s'étaient inscrites et moi devoir rembourser et moi devoir quand même assumer tous les frais qui avaient été mis en place derrière. Donc ça a été aussi, pour le coup là je l'ai vraiment vécu comme un échec qui a été un peu une remise en question de est-ce que je poursuis vraiment ce que je fais, sachant qu'à chaque fois c'est une grosse prise de risque financière et humaine pour moi, tu vois. Donc voilà les échecs que j'ai vécus. Aussi dans ma vie plus personnelle, j'ai voulu faire à un moment un investissement locatif. Ça a été un échec cuisant à cause honnêtement, de boulettes de la banque. Mais bref, toujours est-il que ça s'est soldé par un échec, parce que c'est quand même moi qui ai dû porter cette responsabilité-là et de vivre ça. Donc voilà les échecs qui me sont arrivés durant l'année passée. Et tu vois, ça peut être OK. Ça ne veut pas dire que je me sens moi-même comme un échec de A à Z. Ça ne veut pas dire que ma boîte a coulé. Ça ne veut pas dire des choses comme ça. Et c'est pour ça que je te dis qu'une des pistes de solution, c'est aussi de ne pas considérer forcément des échecs comme des échecs. Mais ça peut plus être comme des pierres sur ton chemin. Parce que honnêtement, à chaque fois que j'ai testé quelque chose, que j'ai tenté de travailler avec quelqu'un, que j'ai tenté d'expérimenter quelque chose, ça m'a mené vers autre chose, ça m'a mené vers d'autres idées. Alors des fois ça me mène carrément vers d'autres idées porteuses et des fois ça m'amène vers d'autres idées au moins par élimination en me disant ok j'ai testé ça et ça au moins je sais que ça ne marche pas pour moi ou en tout cas en ce moment ou en tout cas pas avec l'audience que j'ai, etc. En fait il y a aussi ce truc de je sais que si je n'avais pas tenté telle ou telle chose qui a échoué par ailleurs, ça me coloniserait encore le cerveau en mode « Ah mais si j'essayais ça, ce serait peut-être complètement cool si j'essayais ça. » Et tu vois, de fantasmer sur un truc que je ferais peut-être un jour. Si je ne le fais pas vraiment, ça continue à habiter mon cerveau, à habiter mon cœur. Et c'est presque plus un fantasme qu'un truc que je vais faire un jour, tu vois. Et ça, c'est pas quelque chose que je veux pour toi non plus. Donc, personne ne garantit ta réussite. Et ce sera à toi de peser les bénéfices et les risques. Et souvent, tu peux te rendre compte qu'il n'y a pas de vrai risque à tenter. Et ça vaut souvent le coup de juste vivre l'expérience, même si, effectivement, il y a une possibilité d'échec qui est inhérente à l'expérience. Je te montre un premier tirage de tarot par rapport à la peur de l'échec que tu peux vivre. Je vais te montrer de façon ça imagée. C'est le Children of Litha tarot. Donc, je te montre ça. Première carte que tu vas sortir, c'est de quelle façon ai-je peur d'échouer? Ensuite, si j'échoue, qu'est-ce que j'aurais gagné au passage? Si je réussis, à quoi ressemblera cette réussite? Et ensuite, tu vas tirer 3 cartes en plus qui vont décrire tes 3 premières étapes. Étape 1, étape 2, étape 3. Hop, comme ceci. Ce tirage, tu le retrouves dans le livret que je te mets en lien dans la vidéo, parce que je pense que ça te fera du bien de la voir de façon visuelle, et puis comme ça, tu n'es pas obligé de prendre des tas de notes. Je bois un coup de thé. La deuxième peur qui m'a été amenée, et qui t'empêche de vivre, c'est la peur du changement. Là, on est vraiment, tu vois, dans les 3 étapes que je te décrivais, désir, décision, action, on est vraiment sur un problème au niveau de la décision à prendre. Je te lis un petit peu les questions qui m'ont été envoyées. Peur du changement.
la transformation de mon entreprise, je procrastine, entre parenthèses, maladif, ainsi je me fige régulièrement au lieu d'essayer. Oser la puissance, la réalisation de mes rêves, prendre le risque de tout chambouler. J'ai plein de projets en tête, envie de faire plein de choses, mais j'ai du mal à mettre en place. Je dois prendre une décision radicalement opposée à mon habitude. Je procrastine encore et toujours. Je n'arrive pas à être dans le concret. Je ne concrétise jamais mes désirs. Je procrastine. J'ai peur de quitter ma famille, mais je sens que c'est mieux pour moi. Je n'arrive pas à terminer ce que je commence, lecture, créativité. Et enfin, j'ai peur de commencer le tarot. Je voulais t'apporter quelques éléments de réponse sur pourquoi c'est si dur de changer. Il faut déjà bien se dire que ce qu'on appelle normalement la zone de confort et zone de confort dont tu as du mal à sortir, c'est pas une zone de confort, c'est une zone de survie, ça. Il faut se dire que le rôle de ton cerveau, c'est simplement de te maintenir en vie. Et si actuellement, quelle que soit ta situation, tu es en vie aujourd'hui, pour ton cerveau, c'est ok. Et quoi qu'il en soit, il vaut mieux rester là. Même si toi, d'un point de vue jugement sur ta vie à toi, tu trouves que franchement c'est bien nul comme situation. Donc il vaut mieux rester là, d'un principe de survie, hein, il vaut mieux rester là que de faire autre chose, même si cette autre chose semble mieux, ou plus brillant, ou plus joli, ou plus tout ce que tu veux. Ok ? Donc, c'est pour ça que souvent, on bouge finalement que par obligation ou parce qu'on se sent menacé. Ok ? C'est et c'est pour ça que je t'invite à déculpabiliser, c'est très compliqué de quitter quelque chose qu'on connaît bien pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, même si ce quelque chose qu'on ne connaît pas semble vachement mieux. Donc ça, c'était le premier truc que je voulais te dire, qui était vraiment de quitter une certaine zone de confort et donc zone de connu, zone de survie. C'est complètement normal que ce soit très compliqué à mettre en place. Ensuite, ce que je voulais te dire, si tu es dans le cas de procrastiner, tu sais les actions que tu as à faire, soit des petites actions quotidiennes, soit une grosse action que tu as à faire pour faire décanter les choses, tu vois, c'est souvent une réponse à un stress, la procrastination. Alors, soit ce qu'on a à faire nous fait complètement stresser et du coup, la procrastination nous aide à compenser ce stress. La procrastination, souvent, on ne fait pas rien. La procrastination, souvent, c'est Netflix, c'est regarder des vidéos de chatons sur ton ordinateur, c'est blablater avec une copine avec qui, normalement, tu ne devrais pas être en train de blablater, c'est te dire « Oh mon Dieu, mais mon sol n'est pas fait !» et tu fais le sol à la place de faire ce que tu devrais faire. Tout ça, c'est de la procrastination. Et en fait, ces petites actions, qui sont un peu des actions vides, tu vois, c'est une réponse à un stress. Stress devant ou ce qu'il te faut faire, ou un stress, des fois c'est dévié, ça peut être, tu vois, tu sais que tu as des appels à passer ou des mails à envoyer pour ton boulot, et tu le fais pas, tu procrastines en regardant des vidéos de petits chats, mais c'est parce que en fait, tu es stressé par un problème qui concerne ton père et ta mère qui vont bientôt divorcer, tu vois, un truc comme ça. Donc c'est pas forcément un stress concernant l'action à faire, ça peut être un stress totalement décalé, mais n'empêche que c'est un stress quand même qu'on est en train de compenser parce que le fait d'avoir à faire ce qu'on doit faire va nous laisser dans ce stress-là. On est en train de décompresser un stress quand on procrastine. C'est ça que je veux te faire comprendre. On a besoin de décompresser et du coup on n'a pas la tête à faire un truc important pour nous. Et du coup, tu peux trouver toi peut-être, si c'est ça ton problème, sachant que à chaque fois que tu procrastines, tu peux te dire mais en fait là je procrastine parce que je stresse. Peut-être que tu peux trouver une façon de soulager ce stress. Soit en parlant avant à une amie, soit en allant courir, soit en allant taper dans un punching ball, soit en prenant une tisane relaxante avant, soit en te mettant dans un état où tu sais que tu vas avoir une récompense juste après. Je voulais te raconter un truc un peu perso à ce sujet-là. C'est quand, tu sais, mes enfants sont issus d'un précédent couple et donc il y a un moment où j'ai dû décider de me séparer du père de ses enfants. Et ça me stressait. Pour le coup, j'avais décidé, j'arrivais pas à passer à l'action, ou j'arrivais pas à prendre la décision du quand et de comment faire et de voilà. Et du coup, j'étais en plein stress par rapport à ça. Et à chaque fois qu'il était question que je puisse enfin, tu vois, faire mes affaires et les déménager, et clairement remplir ma voiture avec mes affaires et me barrer, j'étais en train de me dire, ah mais non, enfin, j'étais en train de soulager le stress en procrastinant. Et clairement, c'était ce que je devais faire qui me stressait, mais de malade, quoi. Pourtant, j'avais beaucoup d'occasions où mon conjoint de l'époque n'était pas forcément dans la maison parce qu'il était au travail, ou il était parti voir ses parents, ou un truc comme ça. Et le truc qui s'est passé quand finalement je l'ai fait, c'est que pour soulager ce stress, pendant tout le long du processus,
j'ai été en échange de messages avec une amie. C'est moi qui avais décidé, mais elle m'a aidée en m'accompagnant tout le long, en disant mais c'est bon là, t'as décidé de le faire, ça fait je sais pas combien de temps que t'as décidé de le faire, donc bah maintenant c'est le bon moment. Et j'étais en mode ouais c'est vrai, maintenant c'est le bon moment. Donc une première valise, tu mets toutes tes affaires, toutes tes chaussettes, toutes les fringues dont tu as besoin. Ok, je vais faire ça. Et donc je faisais ça, j'amenais dans la voiture. Maintenant, tu prends une vanity ou une autre valise et tu vas mettre toutes tes affaires de toilette ou bien les affaires qui sont importantes à tes yeux. Ok, je vais faire ça. Et en fait, le soulagement du stress pour moi est passé par un dialogue en continu avec cette personne qui était juste là pour me donner du feedback, de soutien, honnêtement. Gaëlle, si tu me regardes, des gros bisous. Donc voilà, c'était ça qui a été pour moi l'exutoire à mon stress. J'avais besoin vraiment de quelqu'un qui m'accompagne dans le processus. Donc tu vois, là j'avais trouvé un moyen de soulager vraiment un stress intense. Et là je te donne l'exemple vraiment du gros stress intense. Hein. C'est pas le stress qu'on éprouve quand on va devoir faire du jogging. Mais dis-toi que même si tu trouves un moyen d'exprimer ce stress ou de le soulager, ce sera stressant quand même. Hein. Je te dis pas que parce que j'ai échangé des messages avec mon ami, tout d'un coup, j'étais plus stressée. C'est juste que ça m'a aidé à faire le truc quand même. Il y a aussi un truc dont je veux te parler, c'est que cette histoire, tu vas d'élargir sa zone de confort, de devoir aller un peu au-delà de ses limites, ou de faire des choses qui ne sont pas confortables pour nous, ou de faire des choses qui sont simplement inconnues pour nous, même si elles ne sont pas spécialement difficiles à faire en soi. C'est que peut-être que tu vas devoir te mettre dans une certaine habitude d'être dans cet inconfort de l'inconnu ou de l'action un peu désagréable parce que c'est un peu stressant, tu vois. Chaque jour, tu peux décider de faire une petite action inhabituelle ou pas super confortable pour toi. Parce que dans ce cas-là, tu vas te mettre à conditionner ton cerveau dans le fait où tu vas lui apprendre petit à petit que quand tu élargis ta zone de connu, quand tu élargis ta zone d'inconfort, c'est ok, tu ne meurs pas. Tu as fait cette petite action difficile de téléphoner à un agent immobilier pour savoir s'il avait des biens sur le marché, c'était compliqué pour toi parce que tu n'es pas confortable avec le téléphone, parce que tu n'es pas confortable dans l'acte de t'engager à rechercher une maison, mais tu l'as quand même fait. Ton cerveau derrière a constaté que tout allait bien, tu étais encore en vie. Et du coup, demain, tu pourras refaire une petite action inconfortable. Et comme ça, petit à petit, il y a un système d'assouplissement de ta tolérance par rapport à l'inconfort, par rapport au stress, par rapport à l'élargissement de cette zone de survie. Je te donne un petit truc aussi pour désamorcer le fait de procrastiner. Surtout pour procrastiner pour les choses qui ne sont pas si stressantes que ça. Comme par exemple, l'exemple que je viens de donner tout à l'heure, tu procrastines sur le fait de faire du jogging alors que pourtant tu as résolu que tu allais faire du jogging parce que c'était bon pour toi dans ta vie et tu as résolu que tu allais faire ça, je sais pas, 3 fois par semaine. Et tu procrastines quand tu dois le faire, en gros, tu passes 3 plombs à te demander quelle paire de baskets tu vas mettre alors que c'est pas le problème la paire de baskets que tu vas mettre, on est bien d'accord, ok? Du coup, pour enlever cette procrastination, cette tasse de thé que tu prends à l'infini, te demander quelle barre de céréales tu vas apporter, te dire « Oh mais j'ai pas la bonne gourde », t'arrêtes ça. Et tu te dis « Bon écoute, de toute façon, visiblement ça m'embête à fond la caisse d'aller faire du jogging, mais j'ai quand même envie de le faire, mais je sais que c'est quand même bon pour moi. Donc, je vais faire un jogging mais tout petit. Je vais le faire 5 minutes. Je vais allouer 5 minutes à cette tâche. » Et ce qui va se passer, en fait, c'est que 5 minutes, ça va te sembler ok. Donc, tu vas quand même t'habiller, tu vas quand même boire ton coup d'eau, et tu vas partir, tu vas même régler ta minuteuse sur les 5 minutes, là, et tu cours pendant 5 minutes, et au bout de 5 minutes que tu as couru, ton alarme se met en marche, et le fait est que tu auras quand même envie de continuer. Tout simplement parce que, punaise, tu viens de t'habiller, tu viens de prévoir du temps, t'es sorti, t'as eu le courage de sortir, et maintenant t'y es, ça commence à être, ça va être un peu confortable dans ta course. Au bout de 5 minutes, la grande majorité du temps, tu auras envie de continuer ta tâche. Pareil, tu as des mails à répondre pour le boulot, tu procrastines parce que ça t'embête, parce que tu es stressé, parce que tu n'as pas la tête à ça, parce que tu as mal dormi la veille, parce que tu t'es disputé avec ta maman, tout ce que tu veux, tu vois. Tu n'as pas envie de t'y mettre et là tu te dis, bon, j'ai pas envie de m'y mettre. Tu peux reconnaître que tu n'as pas envie, hein. Mais je vais le faire 5 minutes et au moins en 5 minutes, je sais que je vais pouvoir répondre à 2 mails au moins, donc ce sera déjà ça. 5 minutes, je m'y mets. Et tu t'y mets pendant 5 minutes. Et en général, au bout des 5 minutes, tu vas voir que tu es tout à fait capable d'en faire 10 de plus, ou 20 de plus, ou même 1 heure de plus. La plupart du temps, ce qui pose problème dans la procrastination, c'est le fait d'amorcer l'action. Et c'est plus facile de l'amorcer quand on sait que ça va durer 5 minutes que quand ça va durer 1 heure et demie.
Donc quand tu amorces une décision pour 5 minutes, déjà c'est beaucoup plus facile, le passage à l'acte est largement plus simple, mais ensuite il y aura pas mal de chances que tu continues. Et si jamais tu laisses effectivement tomber au bout de 5 minutes, c'est pas grave. Au moins tu as tenu envers toi cet engagement des 5 minutes. Ok? Je voulais aussi aborder un tout petit peu là-dedans, pour cette peur du changement, la question de l'estime de soi et de la confiance en soi. La différence que je fais, c'est confiance en soi, c'est arriver à passer l'action. Estime de soi, c'est arriver à s'aimer soi-même. C'est un petit peu différent, mais on le met plus ou moins sous le même chapeau. C'est parce que c'est notre façon de nous juger nous-mêmes qui est en question là-dedans. En fait, quand on n'agit pas, quand tu n'arrives pas à prendre ta décision, quand tu n'arrives pas à passer à l'action, on entre très très vite dans un cercle vicieux. Souvent, si on n'arrive pas à passer à l'action sur un certain truc, sur le fait d'aller faire du jogging, c'est parce qu'on a une estime de soi qui est un peu tachée, qui est un peu faible, sur le point de, par exemple, tu vois, moi je suis pas une nana sportive, tu vois, du style, on a une faible estime de nous, un peu, parce qu'on a cette image de nous qu'on n'est pas sportive, alors que ce serait quand même vachement mieux d'être une nana sportive, ok? Mais en fait, quand on a cette espèce de mauvaise estime de soi sur un certain niveau, ça devient compliqué de décider quelque chose qui est bon pour soi-même. Et quand on n'arrive pas à décider quelque chose de bon pour soi-même, du style je vais aller faire du jogging 3 fois par semaine, quand on ne passe pas à l'action là-dessus, quand on ne décide pas, on affaiblit encore son estime de soi, on renforce encore son mépris de soi. On vient valider ce truc de tu vois, j'avais raison de me mépriser un peu, je suis vraiment pas une personne sportive. Et ainsi de suite. Et plus on se mésestime, moins on s'aime, plus on se méprise, plus c'est difficile de prendre l'action qu'il nous faut, et moins on a pris l'action qu'il nous faut, plus on se méprise, etc. À quel moment t'arrêtes ce cercle vicieux? Parce que même si tu fais une toute petite action, type courir 5 minutes, courir quand tu vas emmener ta poubelle qui est au bout du chemin, et revenir en courant, ce qui t'a pris 3 minutes en tout, et que c'est déjà pas mal, tu casses, t'effrites un petit peu ce mépris de soi en disant, ah ben, tu vois, je suis peut-être pas sportive, mais j'ai couru 3 minutes pour la poubelle quand même. Et c'est déjà pas mal. Et ensuite, plus sur le thème de la confiance en soi ou du courage pour faire certaines actions, en fait, l'erreur que tu fais souvent, c'est de te dire que tu as besoin d'avoir confiance en toi ou que tu as besoin de courage pour faire telle action. D'accord? Et c'est sans doute pas la façon dont il faut le prendre, parce que en fait, le courage ou la confiance en soi, c'est pas quelque chose, un état d'esprit qui tout d'un coup surgit comme ça à l'intérieur de toi. C'est même pas un état d'esprit tout court. La confiance en soi, le courage, c'est quelque chose qu'on fait. Comme la cuisine, c'est pas quelque chose comme ça que tu ressens, c'est quelque chose que tu pratiques, d'accord? C'est pas une qualité que tu as et point, la confiance en toi. Le courage non plus, c'est pas une qualité que tu as et point, et c'est comme ça et tu seras toujours courageuse. C'est quelque chose que tu vis, que tu expérimentes, que tu fais. La confiance en soi, c'est faire les choses en ayant peur et en les faisant quand même. Quand tu es naturel pour faire quelque chose, si par exemple, tu n'as pas besoin de confiance en toi pour faire ton lit, tu vas pas dire j'ai confiance en moi, je fais mon lit. Quand tu dis que tu as confiance en toi pour faire quelque chose, j'ai confiance en moi, j'ai réussi à parler devant une salle de 20 personnes, c'est que ça te faisait un petit peu peur. Tant que ça ne te fait pas peur, on ne parle pas de confiance en soi. Donc la confiance en soi, c'est bien réussir à affronter une situation malgré sa peur. Donc ce qu'il faut que tu fasses face à une situation vis-à-vis de laquelle tu n'es pas à l'aise, tu peux vraiment reconnaître ta peur. Tu peux reconnaître le fait que tu manques de confiance en toi. Et tu peux te dire, et ça c'est la parole magique que tu peux te noter dans tous tes petits carnets, sur tous tes petits post-it, c'est « je vais le faire quand même ». Tout est dit dans le « je vais le faire quand même ». Le « quand même », ça veut dire que, punaise, oui ça me fait peur, oui c'est désagréable. Et je vais le faire. Quand même. Tu vois, je veux que tu reconnaisses chez toi ce manque d'envie et cette peur et ce sentiment de recul que tu as. Tu peux accepter vraiment d'être en profond désaccord avec cette part émotionnelle en toi qui lutte pour ta survie, qui ne veut pas que tu fasses ce truc très dangereux d'aller parler à 20 personnes à la fois et qui veut à tout prix être dans la tranquillité. Tu peux être en désaccord, reconnaître ce désaccord et te dire « je vais le faire quand même ». Ici aussi, j'ai un tirage de tarot à te donner où tu vas penser à quelque chose à faire que tu ne fais pas parce que ça implique un changement pour toi. Alors, première carte, ça va être ce que représente cette chose à faire pour moi. Ensuite, ce qui me stresse quand il s'agit de faire cette chose.
comment apaiser ce stress tout de suite, un moyen de digérer quelque part ce stress. Et ensuite, tu vas dire ici, je vais le faire quand même. Et tu vas tirer une carte de tarot qui est un message de ce que tu as besoin d'entendre quand tu te dis, je vais le faire quand même. Et ce tirage-là aussi est disponible dans le lien que je te mets en dessous. Je passe à la peur du jugement des autres. Mon Dieu, c'est un gros morceau. Je crois que c'est là où j'ai eu le plus de réponses. Ouais, j'ai eu plein de réponses. En fait, la peur du jugement, on est vraiment, tu vois, sur l'étape envie, décision, volonté. On est pas mal sur la décision à prendre parce qu'on sait ce qui fait envie, mais on ne peut pas décider de le mettre en place parce qu'on se dit que les gens vont nous juger pour ça. Je te lis les questions. On m'a appris à écraser mon originalité, ma spontanéité. Peur du jugement des autres, le qu'en dira-t-on? Dire ce que je pense, oser dire non. J'ai pas confiance en moi, problème du regard des autres. J'ai peur de ne pas être aimée, je prends la critique perso, je fuis le conflit et ne dis pas ce que je pense. Le qu'en dira-t-on? Je n'arrive pas à parler de moi et donc à mettre en avant mon travail artistique. Je ne me trouve pas assez aimable, je ne fais que grossir, je suis incapable de tenir un engagement envers moi-même. Je suis faible, fragile, sensible depuis toute petite, c'est ce qu'on m'a fait sentir et c'est dur de s'en défaire. Me rendre visible et légitime, dire mes failles et mes faiblesses. Le regard de l'autre, je bloque mon évolution par peur du rejet. Se sentir légitime. J'aime bien diriger, mais j'assume pas. Mes propres choix, mes propres valeurs, les autres me trouvent souvent très bizarre. Donc, je voulais te répondre ici à mais pourquoi j'ai peur du jugement des autres. Alors, le premier truc, c'est que, en tant qu'être humain, nous sommes des animaux hyper sociaux et c'est ce qui fait toute notre force, le fait qu'on ait des intelligences qui fonctionnent de façon collective, le fait qu'on trouve notre survie par cette coordination entre êtres humains et par cette vie sociale, il est normal dans ce cas-là que depuis l'âge préhistorique, on associe le rejet du groupe ou la solitude à la mort. Parce que effectivement, en tant qu'être humain isolé, n'ayant pas une grosse fourrure, n'ayant pas de grandes dents, ne sachant pas courir très vite, ne sachant pas grimper très vite, etc., sans ce groupe et sans cette intelligence collective, on meurt assez rapidement. Notre force, c'est le groupe, la solitude, c'est la mort. Du coup, être mal considéré par nos semblables, avoir des semblables qui nous jugent et qui disent « toi tu es différente » ou « toi tu fais pas comme il faut », c'est subir le risque de se faire rejeter et c'est la même peur que cette peur préhistorique de l'isolement et donc de la mort qui surgit en nous. Et du coup, effectivement, quand on demande à un garçon s'il veut bien de nous dans sa vie et que ce garçon dit non, on le vit, mais vraiment comme une forme de « mon Dieu, on m'exclut de la tribu et je vais sans doute mourir très prochainement ». Donc c'est pour ça que c'est très douloureux de vivre le rejet de la part des autres et de vivre de façon très sensible ce jugement de la part des autres. On a appris à se conformer au groupe pour ça, parce que ça nous sécurisait dans notre survie, d'accord. Il faut aussi se dire que pendant longtemps, ce truc d'intimité qu'on a maintenant, d'avoir chacun sa chambre, d'avoir du temps pour soi, etc., c'est relativement récent dans l'histoire de l'humanité, et qu'auparavant, il n'y avait pas d'espace privé. On était toujours ensemble. Mais je veux dire, jusqu'à assez récemment, toutes les familles dormaient dans les mêmes chambres, dormaient au coin du feu, dans la cuisine, etc. Donc, il y avait ce phénomène de toujours être en groupe, de toujours être soumis au regard des autres, auquel on échappe un petit peu plus actuellement, où on peut un peu plus se poser les questions de « mon Dieu, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je suis conforme? Est-ce que je suis pas conforme ?» Mais je veux dire à ce truc de « on est très très soudés aux autres » qui est biologiquement ancré chez nous. Et même si maintenant on a ces espaces d'intimité qui ont été créés depuis peu et que permet notre confort moderne, on vit quelque part toujours dans notre fort intérieur comme si tout le monde pouvait nous voir tout le temps. C'est plus tellement vrai ça. Premier truc que j'ai envie de te dire pour un peu décompresser cette peur du jugement, mais alors j'aimerais vraiment que tu décompresses là-dessus, pour cette simple raison, un peu triste mais c'est quand même tout à fait vrai, c'est que les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent de ce que tu fais. Les gens s'en foutent du métier que tu fais. Les gens s'en foutent de la direction que tu prends. Les gens s'en foutent de si tu n'as pas d'enfant, un enfant ou 3 enfants, ou 4 enfants, ou 5 enfants. Les gens s'en foutent de la couleur de tes vêtements. Les gens s'en foutent que tu lances une entreprise ou que tu ne lances pas ton entreprise. Les gens s'en foutent que tu aies fait un post Instagram ou que tu n'aies pas fait de post Instagram. Les gens s'en foutent. C'est même assez désespérant de constater à quel point les gens s'en foutent. Mais quand tu réalises vraiment ça, ça enlève une bonne barre de pression sur toi.
Et c'est vrai qu'avec l'évolution, avec les temps modernes, on est passé d'un paradigme humain où avant il valait mieux être comme tout le monde, ou en tout cas il valait mieux faire ce que le groupe attendait de nous, au paradigme quelque part, et c'est une injonction qui est forte aussi, hein, où trouver sa particularité est valorisé. Et du coup il faut absolument trouver sa particularité, et du coup on a ces deux injonctions, faire comme le groupe veut et trouver sa particularité, qui sont constamment en confrontation. Et ça c'est plus sociologique et historique qu'un problème psychologique chez toi. Donc, une autre histoire que je voulais te raconter par rapport au fait de valoriser, tu vois, ta particularité, et pour que tu décompresses un petit peu, et puis pour que tu vois, pour que... En fait, j'aimerais bien que tu vois tes particularités comme quelque chose de valorisant, et pas comme quelque chose qu'il faut cacher, parce que je sais pas qui va pas être forcément d'accord avec toi. C'est une histoire que j'ai déjà racontée, donc tu m'excuses si tu l'as entendue pour la deuxième ou troisième fois. Quand j'étais plus petite, et je crois qu'on était plusieurs à faire ça dans la cour de mon école, il y avait des pigeons dans la cour de mon école qui venaient souvent manger les miettes de nos pains au chocolat. Et en fait, les pigeons, on imaginait des fois qu'il y en avait qui nous appartenaient, qu'il y en avait qui étaient à nous, ou il y avait des pigeons qui étaient nous carrément. Et en général, on choisissait toujours le pigeon qui était un petit peu différent. Soit le pigeon qui était plutôt blanc à la place d'être gris comme les autres pigeons, soit le pigeon qui était marron, soit le pigeon qui avait une aile d'une autre couleur, bizarrement, soit le pigeon qui avait une patte en moins, parce qu'il y en a un toujours qui a une patte en moins, on ne sait pas pourquoi, et qui boitait, mais qui s'en était quand même sorti, soit le pigeon qui était tout maigre, soit, tu vois, on choisissait le pigeon qui était un peu en décalage du groupe et qui n'était pas le pigeon classique tout gris. Ok ? Et c'est juste pour te dire, si tu veux qu'on te choisisse, si tu veux faire quelque chose de remarquable et de valorisé dans ta vie, va falloir peut-être que ce soit ce pigeon qui a une patte en moins. Et souvent, c'était pas forcément des qualités chez un pigeon qu'on voyait. C'était des fois des... Alors des fois, ils étaient tout beaux, c'était un beau pigeon super blanc, là. Mais des fois, c'était des défauts, clairement, pour un pigeon. Et pourtant, on le valorisait pour ça, parce que ça le rendait différent des autres. Tout ça pour te dire que si tu assumes ta différence, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et c'est pas pour ça que les gens te rejettent. C'est peut-être au contraire pour ça que les gens vont plus t'accepter. Je te donne aussi un truc pour que tu puisses dépasser ça à l'intérieur de toi en te racontant une histoire où tu vas forcer ce trait, tu vois. Demande-toi, si tu fais ça, ce truc que tu veux faire et que tu n'oses pas faire parce que les autres vont te regarder bizarre, on va te trouver comment? Mais comment en pire? Alors peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il s'agit, question qu'on m'avait posée la dernière fois, par rapport au fait d'avoir peur de se faire rémunérer pour des services. Donc si tu oses demander une rémunération pour tes services, comment on va te trouver? On va trouver que tu penses quand même à l'argent. Hein? Ok. Et là je te demande, mais comment, si on doit faire un jugement encore pire sur toi, on va penser quoi? Que je suis vénale et que je fais mon métier pour l'argent et que je le fais peut-être même que pour l'argent. Ok. Et si au pire du pire du pire, on va penser quoi de toi? On va penser que je prends carrément les gens pour des pigeons, pour le coup, et que je vois que l'argent que je peux soutirer aux gens. Ok. C'est horrible de penser ça de soi-même, d'accord? Et c'est horrible de penser que les autres vont penser ça de nous-mêmes. Mais il y a peut-être une toute petite partie de ça qui est, tu t'intéresses à l'argent. Il y a des fois, tu regardes des gens et tu te dis, cette personne-là, combien est-ce qu'elle pourrait payer pour mes services? Peut-être qu'effectivement, de temps en temps, tu fais des services et tu les tournes d'une certaine façon en te disant, ça me rapportera plus d'argent que cet autre service que je pourrais aussi faire aussi, mais qui me rapporterait moins d'argent. Je vais peut-être privilégier celui qui me rapporte plus d'argent. Peut-être que de temps en temps, tu penses comme ça. Et du coup, il y a toute une partie où tu vas pouvoir peut-être assumer qu'une partie de ce qui a été dit de façon là dégueulasse, peut-être finalement vrai, et peut-être que c'est ça ta part d'ombre, peut-être que c'est ça le fait que, oui finalement, toi t'as bien envie de bosser pour de l'argent, toi t'as bien envie d'attirer des gens à toi qui ont de l'argent, peut-être que toi t'as bien envie de mettre en place des services qui rapportent le plus d'argent possible, et peut-être qu'il y a juste ça à assumer chez toi, et que même si ça comporte une part que tu trouves pas jolie, parce que tu vas peut-être pas trouver ça joli, mais que ça sert quand même à quelque chose de merveilleux, et pour toi, et dans la vie des gens. Parce qu'avec l'argent que tu as, si tu peux payer des cours de danse à ta fille, c'est merveilleux. Parce que si la personne que tu as aidée, grâce à toi, elle a un super joli salon bien peint parce que c'est toi qui lui as fait sa peinture, c'est merveilleux aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, le truc, c'est tu forces le trait, tu prends le pire du pire du pire du
pire de ce qu'on va dire sur toi, parce que tu es vraiment une personne dégueulasse, et tu vois à quel point ça peut être effectivement un peu vrai dans ta vie à toi, assume ça, et assume le merveilleux qui va avec. Et tu vois, dans ce truc-là, de assumer la critique, même, enfin, tu vois, même si les gens, des fois, l'expriment même pas à voix haute, hein, mais assumer ces critiques négatives qui sont possibles parce que ça renvoie peut-être à une part de réalité chez toi. C'est quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps avec une consultante qui se faisait juger par sa mère quand elle voulait un peu séduire. Tu vois, c'était du genre, elle voulait sortir, elle mettait peut-être du rouge à lèvres, elle mettait une petite jupe, elle était habillée de façon soigneuse. Et elle se prenait la réflexion, mais tu fais ça pour te faire voir par des mecs? Tu fais ça parce que tu veux attirer des mecs? Tu fais ça parce que tu veux séduire quelqu'un? Et il y a un côté de nous, quand on entend ce genre de réflexion, qui se met naturellement sur la défensive. Et on a envie de dire, mais non, mais c'est juste pour moi, mais c'est parce que cette jupe, je la trouvais très mignonne, et c'est parce que ce rouge à lèvres, je ne l'ai pas mis depuis longtemps et j'avais envie de le réessayer, mais c'est pas du tout parce que je veux séduire, c'est juste pour moi. Ça, c'est la réaction naturelle que ça suscite, parce qu'on se sent agressé par une critique extérieure, et on a envie de dire que bah non, c'est pas vrai du tout. Mais en fait, on peut aussi complètement assumer ça, et l'assumer aussi face à la personne qui nous renvoie ça. C'est, bah oui, oui, bien sûr que j'ai envie que les mecs me regardent. Bien sûr que j'ai envie de séduire. Écoute, je suis célibataire depuis maintenant 1 an. Oui, ça m'intéresse bien qu'un mec me drague ou bien qu'on me trouve jolie ou peut-être même de rencontrer quelqu'un avec qui je vais avoir une histoire. Et oui, c'est peut-être pour ça que je mets du rouge à lèvres et que je me suis fait jolie aujourd'hui. Tu vois, tu peux vraiment venir assumer déjà pour toi et en face des autres personnes, assumer cette partie de toi qui a envie de séduire. Effectivement, l'envie de séduire à la fois dans l'aspect, tu vois, sérieux de j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je veux construire une histoire d'amour, blablabla, bla, mais aussi peut-être l'aspect le plus superficiel du truc, du style j'ai envie d'être regardée, même si c'est pour rien de sérieux, j'ai envie d'aller jouer le jeu de la séduction, j'ai envie qu'on me mate, punaise. Tu vois, même ce côté-là qui est peut-être plus jugé, plus superficiel, il est peut-être quand même là, et c'est ok, et c'est ok. Une fois que tu es au clair avec ces envies profondes que souvent on n'ose pas verbaliser, qu'on n'ose pas dire à haute voix, qu'on n'ose même pas se dire à soi-même face à la glace, mais une fois que tu assumes ça, la critique n'a plus aucune prise sur toi, ni ce que les gens pensent. Ou carrément, les critiques ne sont plus, on ne te les fait plus. Tout simplement, on ne te les fait plus. C'est plus qu'elles glissent sur toi. C'est juste que les critiques s'arrêtent à partir du moment où c'est très assumé chez toi. Ou alors, tu ne les perçois plus. Tu t'es même pas rendu compte qu'on t'avait critiqué parce que voilà, c'était tellement logique. Encore un tirage de tarot. Alors là, tu vas te concentrer sur une situation où tu as peur d'être jugé. Alors, première carte. J'ai peur qu'on dise quoi de moi? Et au pire, il se passera quoi? Ça, c'est plutôt ce qu'on dit. Ça, c'est plutôt ce qui va se passer, de au pire. Si je pars du principe que ce qu'on va dire est vrai, ça veut dire que je suis comme ça. En quoi est-ce que c'est bon pour moi d'être comme ça? Comment je peux me positionner face aux gens qui me jugent, si tant est que ça arrive, ok? Comment est-ce que tu vas pouvoir te positionner face aux gens qui te jugent? Donc ici, c'est un comportement. Et ce tirage-là aussi, je t'invite à le retrouver dans le livret que je te mets en PDF. La dernière partie, c'était le fait de ne pas savoir ce que tu voulais. Donc là, on est vraiment sur l'étape du désir et de ne pas réussir à définir ton désir. Je te lis les questions qui m'ont été envoyées. Alors, impossible de me mettre en mouvement ne sachant pas dans quelle direction aller. Savoir ce que je veux, qui je suis vraiment. Celle-là, elle m'a marquée. Je vis à minima, célibataire dès 15 ans, pas de rencontre, travail à temps partiel qui ne me plaît pas, activité indépendante que je n'arrive pas à lancer. Je suis dispersée, je veux en faire trop. Être qui je suis réellement. Je n'arrive pas à trouver ma place et à oser la prendre. Ma parole n'a pas de valeur. Être mignonne, la bonne petite fille. Elle est lourde aussi celle-là. J'ai du mal à me positionner comme thérapeute. Je reste comme cachée, partir de ma coquille, peur qu'on me voie. Du mal à trouver sa voie. Depuis toute petite, j'ai dû apprendre à être lisse entre une sœur qui ne faisait que des conneries et une sœur qui avait la santé fragile et des problèmes à l'école. Me plier à tout le monde et m'empêcher de vivre. Et tu vois, ici, en fait, je fais un lien très fort entre
comment trouver ce que je veux et pourquoi je m'empêche de vivre. En fait, la plupart du temps, ne pas oser affirmer ses désirs revient à vivre à minima, comme une personne me l'a dit. Punaise, la formule est tellement forte, je trouve, le fait de vivre à minima. En fait, on essaye à tout prix d'être quelqu'un qu'on croit que les autres veulent qu'on soit. On se conforme à des désirs qu'on imagine chez les autres. C'est-à-dire qu'on va essayer de correspondre à tout prix à l'image attendue par nos parents, le plus souvent. On va se mettre à correspondre à ce qu'on pense que la société attend de nous. On revient à cette idée de besoin de se conformer pour être accepté, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être abandonné, parce que ça revient à cette peur de mourir si on se retrouve tout seul. Donc tout ça, ce besoin de se conformer, c'est un apprentissage qu'on fait dès très petit, mais c'est des trucs qui peuvent arriver des fois plus tard. Tu vois, des fois, c'est des choses qui ne dépendent pas de nos parents, comme je remarque souvent que certaines personnes, quand elles deviennent mamans, et j'ai fait sans doute partie de ce lot-là, hein, mettent en place un comportement d'oubli de soi parce que tout d'un coup, elles sont devenues mamans et du coup, elles ne comptent plus et seules comptent la famille et le fait d'élever les enfants. Et du coup, quand on est dans ce mécanisme de survie-là, de devoir à tout prix se conformer aux désirs qu'ont les autres, aux désirs que la société a pour nous, on apprend, vraiment c'est un apprentissage, on a appris à poser un fichu couvercle là, on apprend à ne plus désirer pour soi, on apprend à ne rien souhaiter. Et c'est compliqué, j'avoue, d'enlever ce couvercle et de faire l'apprentissage inverse, de nouveau pouvoir se reconnecter à ce que nous, on voudrait peut-être, soit avoir, soit être, soit faire. Il y a aussi un thème sous-jacent ici, qu'on ne veut pas voir quand on est face à ce thème, alors là, mêlé de ne pas vouloir s'affirmer, affirmer nos désirs, de ce thème de l'échec aussi, ce thème de la procrastination aussi, et ce fait finalement de ne pas vivre une vie qui nous ressemblerait à nous, le thème de ne pas avoir de désir à nous, c'est ce qui est sous-jacent à ça, est vraiment très marqué, c'est le thème de la mort, parce que en fait, il y a quelque part un mécanisme interne qui veut que quand on choisit de ne pas vivre vraiment, quelque part, on se dit que par conséquent, on va pouvoir éviter de mourir. Parce que les gens qui vivent, les gens qui font des trucs, les gens qui prennent des risques, les gens qui expérimentent des choses, on voit bien leur vie se dérouler petit à petit et au bout d'un moment, ils arriveront face au précipice inévitable qui nous attend tous, qui est effectivement le fait de mourir. Et le fait de rester un peu dans un cocon, dans une coquille, de ne pas trop vivre, on voit beaucoup moins cette échéance arriver. C'est comme si on l'avait annulée. Ne pas vivre, c'est aussi ne pas mourir. Je ne sais pas comment ça résonne chez toi, ça. Souvent, c'est vraiment beaucoup plus profond. Mais tu vois, quand tu es comme ça, dans le fait d'attendre que quelque chose se passe pour toi, sans toi prendre la responsabilité de ce qui va se passer, le fait peut-être d'attendre un espèce de grand sauveur, un événement sauveur ou une personne sauveuse, sans toi vraiment t'impliquer, tu prends le grand risque de ne rien faire et de finalement ne pas combler cette existence-là que tu as et qui va s'arrêter même si tu n'en fais rien. C'est vraiment pas une blague en fait de vivre sa vie à fond parce que ça s'arrête à un moment. Ça me fait penser, et j'arrive pas à retrouver où est-ce que j'ai entendu ça. C'est la parole de quelqu'un qui voit quelqu'un élever son enfant et qui élève son enfant en essayant de lui faire subir le moins de risques possible. Et l'autre personne, mais je crois même que c'était des petits animaux, je me demande si j'ai pas vu ça dans un dessin animé. Mais la question c'est, mais si tu fais en sorte qu'il ne lui arrive jamais rien, mais il va jamais rien lui arriver. Et tu vois toute l'horreur du truc? Oui, si tu fais en sorte qu'il t'arrive jamais rien, par peur de prendre des risques et par peur de vivre, mais il va jamais rien t'arriver. Est-ce que tu as envie qu'il t'arrive jamais rien? Alors, j'avais déjà donné dans une autre vidéo précédente un plan magique pour sortir de ce fait d'être perdu, de sortir de ce fait d'être bloqué, sortir de ce fait de, tu vois, de pas avoir d'horizon et de pas réussir à aller de l'avant. Je te mets le lien de la vidéo en dessous. Je crois que ça s'appelle d'ailleurs mon plan magique pour plus être perdu ou bloqué. Je te le remets en dessous. Et dans cette vidéo, je te donne un truc que je t'invite à refaire là, parce que vraiment ça aide à reprendre pied dans des choses qu'on veut pour soi. C'est que chaque matin, tu écris 3 rêves ou désirs ou envies ou choses que tu veux pour toi, juste pour toi. Le processus là-dedans, peu importe si c'est des rêves grands, des rêves petits, des trucs du quotidien, des petits machins ou bien des trucs, des rêves de grandeur, et ça peut même partir en gros délire mégalomaniaque, ça va te refamiliariser avec le fait de vouloir et de vouloir pour toi.
Du coup, tu n'as pas le droit, par exemple, de souhaiter un nouveau pull pour ton enfant. J'aimerais que tu crées comme ça, tu vois, l'habitude de te refamiliariser avec ce que tu veux et d'accepter ça pour toi. Et là, je te donne aussi un tirage de tarot quand vraiment tu bloques. Honnêtement, c'est pas tellement un tirage de tarot que j'ai envie que tu fasses. Tu vas le faire quand vraiment tu te sens bloqué, quand vraiment tu n'arrives pas à trouver ce que tu veux pour toi. Mais parce que le reste du temps, ça doit vraiment venir de toi et pas forcément venir d'un jeu de tarot. Tu vas, dans ce tirage, je te le montre pas parce que c'est juste 3 cartes à tirer, tu tires 3 cartes qui correspondent à 3 choses que tu veux pour toi. Mais je t'invite vraiment ici à travailler sans forcément le support du tarot, parce que le tarot ici, ça devient qu'une espèce de roue de secours que je t'invite à sortir quand vraiment tu te sens bloqué, quand il y a une matinée, tu te sens relativement dépressive, et du coup là, tu peux tirer des cartes parce que ça va te faire du bien, ça va permettre de réenclencher le mouvement. Et si jamais tu fais un tirage de tarot, attention, j'aimerais que tu ne t'en tiennes pas à des termes flous, comme peuvent des fois l'évoquer les images de tarot, du style « Ah, moi, ce que je veux pour moi, c'est être tranquille et zen ». Ou, parce que imaginons que tu as tiré le 4 d'épée, j'en sais rien. Ou alors tu as tiré le fou et tu as dit « Moi, ce que je veux pour moi, c'est être libre ». Tout ça, c'est trop flou pour moi. Moi, je veux que tu te demandes c'est quoi le désir concret que tu imagines derrière être tranquille et zen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire enfin te séparer de ton mari? Ça veut dire ne pas faire le ménage pendant toute une semaine? Ça veut dire quitter ton boulot? Ça veut dire partir en randonnée une après-midi? Ça veut dire quoi pour toi? Donc, je reviens à Révélation Tarot parce que les inscriptions sont en cours quand même, mais le travail que je veux faire avec toi dans Révélation Tarot, c'est aussi que tu retrouves le désir, que tu retrouves l'envie, que tu saches vers où tu veux aller, que tu vois qu'on réactive ce truc de désir, de décision et d'action, que tu reprennes la responsabilité de ta vie et de tes décisions, et que tu puisses prendre de nouvelles décisions qui te vont mieux à toi, et que tu puisses ensuite passer à l'action avec volonté. On va aller voir ce qui bloque intérieurement chez toi. On va faire ce qu'il faut pour que tu puisses te reconnecter à toi, et on va passer 4 mois ensemble. Et j'ai super hâte d'animer ce groupe, de faire le parcours avec vous parce que je vais le faire aussi pour moi. Hein. Et ça va être une grande première pour moi aussi de faire ça. J'ai hâte de faire cette nouvelle formule. Toujours est-il que c'est fini ce week-end. On démarre ensemble le 13 février et je t'attends et je te fais des gros bisous et le tarot peut changer ta vie. Ciao.